À la une de l'actualité, aux Comores, le président Azali Assoumani a accordé sa grâce à 4 prisonniers politiques condamnés à la prison à perpétuité pour complot. En Libye, la trêve de l'Aïd a été brisée ce dimanche par des tirs de roquettes sur l'aéroport Mitiga, situé à quelques kilomètres à l'est de Tripoli. Et puis au Venezuela, l'opposant Juan Guaido a accusé l'Assemblée constituante de vouloir dissoudre le Parlement. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le Cameroun, à l'instar de la communauté musulmane, a célébré ce dimanche la fête de Tabaski ou la fête des moutons. Elle a été célébrée sous le signe de la cohésion nationale suite aux multiples crises que traverse le pays. Reportage Narcisse Oum. La célébration au Cameroun de la fête du mouton, encore appelée Tabaski, s'est déroulée dans un contexte sociopolitique marqué par des appels au dialogue et par des soubresauts liés à la crise post-électorale. Nous espérons que nos pèlerins ont beaucoup fait d'évocations là où au lieu d'Abraham a fait l'évocation et Dieu a dit quiconque fait l'évocation là-bas, il a accepté. Et surtout pourquoi? Surtout nos vœux le plus cher, c'est quoi? La paix. Cette paix qui nous est chère au Cameroun. Ce n'est que lui, Dieu, qui peut ramener ça. Que Dieu vraiment nous accepte. Après la prière, du côté des ménages, comme ici chez le sous-préfet de Douala 3e, les préparatifs vont bon train avec quelques moutons égorgés par le maître des lieux. Cette fête de sacrifice, comme vous savez, c'est une fête de partage. Et ça suppose donc, lorsque vous immolez le mouton, vous le partagez en 3. Relativement à la fête du mouton que célèbre la communauté mahométane du Cameroun, ce dimanche 11 août 2019, le président de la République, Paul Biya, qui par un décret pris ce samedi, a déclaré la journée de lundi 12 août 2019 férié et chômé sur l'ensemble du territoire du Cameroun. On reste au Cameroun où la salle de conférence du bureau du gouverneur du littoral a accueilli ce samedi une réunion de sécurité entre le ministre de l'administration territoriale et les autorités de sécurité et administrative de la région. Pendant cette réunion, le ministre a exhorté les représentants d'organisations non gouvernementales et les professionnels des médias à être responsables et à contribuer à leur propre quota d'édification de la nation. Face à la crise anglophone qui menace la région du littoral, le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, Paul Atanga-Ndji, a tenu une énième réunion de sécurité dans les services du gouverneur de la région, 6 au quartier Bounanjo à Douala. Toutes les autorités administratives, les chefs de forces de défense et de sécurité ont été conviés à cette rencontre. Le ministre a exprimé sa satisfaction vis-à-vis de la situation sécuritaire qui sévit dans la région du littoral. Après les analyses en notre possession, nous pouvons dire sans risque de se tromper que la situation sécuritaire de la région du littoral est sous contrôle. Ce dernier a exhorté les représentants d'organisations non gouvernementales à être responsables afin d'éviter les propos désobligeants qui discréditent l'action du gouvernement. Paul Atanga-Ndji a demandé aux responsables des organes de presse privés basés dans la région du littoral à être plus responsables dans la manière dont ils mènent leurs activités. Nous avons constaté ici certains médias, certaines chaînes de télévision, tout ce que le gouvernement fait est mauvais. Tout ce que l'opposition fait est bon. Je ne peux pas comprendre cette attitude-là. Il y a des chaînes de télévision à longueur de journée qui font l'apologie de la sécession. Et je demande aux patrons de ces médias-là de rectifier le tir avant qu'il ne soit tard. Enfin, le ministre de l'administration territoriale a appelé les partis politiques de l'opposition à respecter les lois de la République, tout en s'abstenant de toute activité qui pourrait pousser son département ministériel à les suspendre. Aux Comores, le président Azali Assoumani a gracié 4 prisonniers politiques. Ces derniers avaient été condamnés en mai dernier à la perpétuité. D'abord condamné à perpétuité par la Cour de sûreté de l'État, la peine des 4 hommes, dont l'écrivain Saïd Ahmed Saïd Tourki et l'avocat Bassan Ahmed Saïd Jafar, frère de l'ancien vice-président,
avait déjà été ramené à 20 ans de prison ferme en mars 2019, 3 jours après l'investiture du président Azalia Soumani. Finalement, les prisonniers ont été totalement graciés le 8 août par décret, 2 semaines après un accord signé entre la France et les Comores à l'occasion de la visite à l'Élysée du président comorien. Une grâce qui ne concerne cependant pas l'ancien président Sambi, dont l'état de santé se dégrade selon son entourage. Il est toujours en résidence surveillée. Ahmed Abdallah Sambi avait été écroué pour corruption et détournement de biens publics. Ses avocats parlent d'emprisonnement arbitraire. Son parti, Djoua, dénonce l'injustice et les abus dont sont victimes les membres de l'opposition. 17 autres personnes, toutes membres ou proches de l'opposition, condamnées lors du même procès à des peines égales ou inférieures à 20 ans de prison pour déstabilisation et agression, ont été également graciées. Le président comorien Azalia Soumani est régulièrement accusé par l'opposition de dérive autoritaire. Son élection a été vivement contestée dans son pays et par des observateurs étrangers. Allons à présent en Tanzanie où un nouveau bilan de l'explosion d'un camion-citerne survenu samedi fait état de 111 morts. La plupart des victimes ont été inhumées dans le recueillement dimanche en présence d'autorités politiques et religieuses. Ces derniers ont appelé à tirer les leçons de la tragédie qui a endeuillé le pays. Lors d'une cérémonie supervisée par le Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa, la plupart des victimes de l'explosion d'un camion-citerne survenu samedi ont été enterrées dans le cimetière de Kola, situé à moins de 20 minutes de la route du lieu de la catastrophe. Des prélèvements ADN ont été effectués sur la grande majorité des corps inhumés, à l'exception de 5 d'entre eux qui ont pu être facilement reconnus par des proches. Les autorités n'ont pas précisé le nombre exact de victimes enterrées dimanche. Nous avons suffisamment de médecins et de spécialistes de l'ADN qui feront tout ce qu'il faut pour que les membres de la famille puissent identifier leurs proches et les amener pour les enterrer. Nous ajoutons plus de temps pour permettre à tous ceux qui ont perdu un être cher d'identifier les corps et en cas d'échec, nous vous aiderons à les identifier avec des tests ADN. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé la mise en place d'une commission d'enquête pour établir si une ou des institutions avaient manqué à leurs responsabilités dans la gestion de cette catastrophe. Le président John Magufuli, qui a décrété un deuil national de 3 jours, s'est rendu dimanche au chevet des blessés, soignés à l'hôpital national de Dar es Salaam. Selon un dernier bilan communiqué par le Premier ministre dimanche lors de la cérémonie, le nombre de morts s'élève à 71, tandis que le nombre de blessés est de 59, dont 43 à l'hôpital national de Dar es Salaam. Un précédent bilan du gouvernement faisait état de 69 morts. L'aéroport de Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale libyenne, a été la cible de tirs au matin du premier jour de l'Aïd al-Adha. C'est ce qu'a indiqué la direction de l'aéroport sur Facebook. À l'occasion de la célébration de la Tabaski ce dimanche, toutes les forces en présence en Libye avaient accepté pour la première fois la demande de l'ONU de déposer les armes pour 2 jours. Aucune opération militaire n'aurait dû avoir lieu dans la banlieue de Tripoli. La trêve humanitaire devait s'étendre jusqu'à 15 heures ce lundi. Mais l'arrêt des combats n'aura finalement duré que 24 heures. Et pour cause, ce dimanche, des tirs de roquettes non identifiés ont visé Mitiga, une ancienne plateforme militaire utilisée pour le trafic civil en remplacement de l'aéroport international de Tripoli, fermé depuis 2014. Pour l'heure, l'origine des attaques de dimanche reste inconnue. Les belligérants se sont accusés mutuellement d'en être l'auteur. Dans un communiqué commun publié ce dimanche dans la soirée, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la France, l'Italie et le Royaume-Uni ont invité de nouveau toutes les parties à œuvrer sans délai en faveur d'un accord de cessez-le-feu. Ancienne plateforme militaire utilisée pour le trafic civil en remplacement de l'aéroport international de Tripoli, Mitiga est fréquemment visée par des tirs depuis le début de l'offensive du maréchal Haftar. Au Venezuela, le chef de l'opposition Juan Guaido a accusé ce dimanche l'Assemblée constituante d'envisager la dissolution du Parlement ou d'avancer les élections législatives prévues en 2021. Il a fait ces accusations dans un message diffusé sur les réseaux sociaux.
Juan Guaido, le chef de l'opposition au Venezuela, a accusé l'Assemblée constituante, composée de fidèles du président socialiste Nicolás Maduro, d'envisager la dissolution du Parlement ou d'avancer les élections législatives prévues en 2021. C'est une nouvelle ineptie, s'est insurgé le chef du Parlement, seule institution tenue par l'opposition depuis les élections législatives de 2015. Ce régime sans scrupules imagine se débarrasser illégalement du Parlement vénézuélien. C'est pour ça qu'il convoque ce lundi l'ANC. En effet, le président de l'Assemblée constituante, Diosdado Cabello, a affirmé la tenue d'une session ce lundi. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, Juan Guaido a précisé que convoquer des élections illégales et poursuivre en justice des députés figurait parmi les mesures possibles de l'Assemblée constituante. L'ANC, dotée des pleins pouvoirs, avait été élue en juillet 2017 lors d'un scrutin contesté afin de contourner le Parlement dominé par l'opposition, après des mois de contestation anti-Maduro qui avait fait 125 morts. Son mandat, prolongé en mai jusqu'à fin 2020, comprenait la rédaction d'une nouvelle constitution d'ici août 2019, mais aucun projet n'a été rendu public jusqu'à présent. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 12 août de l'an 2019 et au lendemain de la Tabaski, les tabloïds n'étaient pas aussi nombreux que d'habitude. Nous démarrons la revue par le quotidien numérique d'Afrique qui revient dans sa parution du jour sur l'accord de paix historique signé au Mozambique par le gouvernement et son rival politique, la Renamo. Le Cana titre en manchette « Mozambique, la Renamo a signé un accord de paix définitif avec le gouvernement ». Le journal s'intéresse également au meurtre d'un membre de l'OMS en République démocratique du Congo et nous informe de ce que 3 médecins ont été mis aux arrêts. Le quotidien numérique d'Afrique lève également un point de voile sur la synergie d'action initiée au Tchad pour sauver le bassin du lac Tchad. Jeune Afrique était également dans les kiosques ce lundi matin. L'hebdomadaire africain d'information et d'analyse qui propose un spécial 17 pages sur les relations entre la Russie et l'Afrique, qu'il qualifie de Russe-Afrique, nous livre les secrets d'une reconquête. Le tabloïd nous apprend à travers ces lignes que Vladimir Poutine veut voir son pays jouer un rôle de premier plan sur le continent africain, comme au temps de la guerre froide. Mais quels sont les motifs, avoués ou non, de sa stratégie? De quels hommes et de quels moyens dispose-t-il pour la mettre en œuvre? Les réponses sont à lire dans Jeune Afrique de cette semaine, paru ce lundi. En Côte d'Ivoire, le quotidien L'Essor ivoirien s'intéresse à la révision de la Constitution et à la présidentielle de 2020 et trouve que Simone Gbagbo a rejoint Ouattara tout en désavouant les irréductibles du FPI. Le même canard nous apprend qu'un pro-Gbagbo de retour d'exil contredit Bédié et son nouvel allié. De qui s'agit-il? Rendez-vous dans les colonnes du quotidien L'Essor ivoirien. Pendant ce temps, le patriote qui se focalise sur une certaine fulgurante intensification du réseau électrique en Côte d'Ivoire placarde en manchette « Ouattara, l'homme lumière ». Le journal explique non seulement comment, en 8 ans, le chef de l'État a sorti les Ivoiriens des ténèbres, mais aussi comment 2212 localités du pays ont été électrifiées, soit un taux d'accès estimé entre 72 et 89%. Fraternité Matin, qui aborde pour sa part l'actualité sportive, nous annonce qu'un nouveau cahier de charges est désormais imposé au club de football de Ligue 1 ivoirienne. Ce qui pousse le tabloïd à s'exclamer en gros titres « Fini l'amateurisme ». Fini également la revue de ce lundi. Demain est un autre jour. Ainsi prend fin cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.